Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, je vais poser le sujet, je dis bien le sujet et pas le débat, globalement full frame versus APS-C. Bonjour, donc comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui nous allons parler de type de capteur et d'appareil photo réflexe associés. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un certain nombre de types de capteurs et de façon générale, plus le capteur est grand, plus la qualité de l'appareil photo associé est grand. Aujourd'hui nous allons nous intéresser qu'à deux types de capteurs qui équipent communément nos appareils photo réflexes numériques. Il s'agit du capteur plein format, en anglais full frame, et du capteur APS-C. Alors de façon générale, ce que l'on peut dire en fonction de la taille du capteur, c'est que plus le capteur est grand, plus l'appareil photo associé est cher. Plus le capteur est grand et plus la profondeur de champ diminue. Plus le capteur est grand et plus l'effet de flou, donc le bokeh, est joli. Reste à qualifier la notion de joli. Plus le capteur est grand et plus sa plage dynamique est grande. Donc normalement permet de faire de meilleures photos, notamment quand il y a des contrastes de lumière élevés. Plus le capteur est grand et plus il permet de maîtriser la sensibilité en ISO et notamment le bruit. Plus le capteur est grand et plus les optiques sont lourdes, grosses et chères. Et enfin, plus le capteur est grand et plus il est sujet à se salir avec de la poussière. Donc voilà quelques, je dirais, concepts, propriétés que l'on peut trouver en fonction de la taille du capteur. Ça s'applique des petits capteurs jusqu'aux grands capteurs de façon générale. Ce sont quelques règles qu'on peut globalement prendre en postulat. Alors maintenant, nous allons voir comment ça s'applique à nos deux types de capteurs, le full frame et l'APS-C. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que moi, personnellement, je suis équipé aujourd'hui d'un Canon 70D, autrement dit, un APS-C. Voilà, ça faisait longtemps que je m'interrogeais de savoir quelles sont les caractéristiques d'un full frame. Est-ce que ça serait intéressant que j'y passe un jour ou l'autre? Mais ça me paraissait tellement loin, puisque jusqu'à maintenant, j'avais pas spécialement le besoin que... Voilà, ça restait à, je dirais, à l'état d'interrogation, mais j'avais pas investigué plus loin. Mais depuis quelques temps, en fonction de mes besoins de photographe qui voulu et aussi mes besoins de youtubeur, je commence à envisager quelques pistes d'investissement futures et du coup la piste du full frame revient sur le tapis et du coup je m'y suis intéressé d'un peu plus près. Donc je vous rappellerai peut-être dans un deuxième temps à la fin de la vidéo quel est mon contexte et pourquoi je m'y intéresse. Mais du coup pour revenir spécifiquement sur les full frame et sur les capteurs APS-C, un peu comme je fais d'habitude, quand je commence à m'intéresser à un sujet, je commence à le creuser, à regarder un petit peu partout, et j'essaye de voir les avantages et les inconvénients des deux, et c'est un peu ce travail-là que j'ai fait pour moi-même, et que j'essaye de vous relater dans cette vidéo, en tous les cas dans la première partie, pour qu'on puisse vraiment faire un peu la part des choses entre quels sont les avantages et les inconvénients, à la fois d'un côté des full frame, et à la fois de l'autre côté des APS-C. Première partie, je vais dire, on va regarder un petit peu avantages inconvénients, donc des capteurs, en commençant par les full frame. Alors full frame, je pense que vous connaissez globalement, suivant la gamme de constructeurs sur lequel vous êtes. Chez Canon, globalement, c'est la série des 1D, des 5D et des 6D. Chez Nikon, je sais jamais, il y a les 750, le D750, le D810, le D5, enfin, je connais pas toute la déclinaison de la gamme. Chez Pentax, il y a le K1, chez Sony, il y en a d'autres, enfin, j'ai pas regardé toutes les références, mais globalement, sur chaque marque propose ces gammes d'appareils photo full frame. Alors, les avantages des full frame, alors c'est un condensé un petit peu de tous les articles que j'ai pu voir sur internet qui résument un petit peu les avantages et les inconvénients des full frame. Donc, dans les avantages, nous avons un viseur plus grand. Nous avons une qualité d'image meilleure. Alors ça c'est dû au photosite, les petits points pixels qui recueillent la lumière. Alors je trouve souvent l'analogie avec les panneaux photovoltaïques, panneaux photovoltaïques où plus ils sont grands et plus ils reçoivent de la lumière par rapport à un tout petit panneau.
Donc c'est toute proportion gardée une image. Donc aujourd'hui, plus on a un grand capteur pour le même nombre de pixels qu'un plus petit capteur, les photosites seront plus grands, donc auront plus tendance à avoir un signal électrique fort et donc avoir un signal de meilleure qualité. Je rentrerai pas dans le détail, je vous laisse aller regarder si vous voulez. Globalement, retenez que grand capteur, donc full frame, meilleure qualité. Ce que on a généralement donc sur les full frame, et c'est un peu tout à l'heure une propriété globale que j'ai pu évoquer, c'est une capacité à monter en ISO qui est très bonne, et notamment dans la maîtrise du bruit, ce qui fait qu'on pourra vraiment faire des photos à 12 000 ISO, 24 000 ISO, tout en ayant une image correcte, alors qu'un APS-C, on y reviendra tout à l'heure, potentiellement, on saturera, il y en aura beaucoup plus de bruit plus rapidement. Un avantage, et on verra tout à l'heure aussi, qui peut se traduire aussi en inconvénient, suivant ce que l'on veut faire, on a une profondeur de champ qui est plus petite. Voilà, avantage, inconvénient. Je le mets dans les avantages pour l'instant. Et enfin, un avantage qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a une plage dynamique qui est plus élevée. Dans les inconvénients, et qui n'est pas des moindres, nous avons le fait que, plus que le capteur est grand, je vous le disais tout à l'heure, et plus c'est cher, de façon générale, les full frame sont chers. Encore que, on commence à avoir chez certaines marques des full frame d'entrée de gamme qui sont moins chers que les APS-C haut de gamme. Donc voilà, donc il peut y en avoir un peu pour tous les goûts. Autre propriété pour un full frame, la qualité des objectifs est très importante. Tous les défauts se voient rapidement, donc on est obligé d'investir dans des objectifs dédiés full frame. En tous les cas pour Canon, pour Nikon, je sais pas si ça peut faire les deux, mais pour Canon, on peut mettre que des objectifs full frame sur un appareil photo full frame, et donc de fait, ces objectifs sont plus onéreux. Dans les inconvénients, on retrouve l'avantage que j'ai cité tout à l'heure, à savoir la profondeur de champ qui est moindre. En fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être un avantage ou un inconvénient, donc on le trouve bien des deux côtés, en fonction de l'usage et de la situation. De façon générale aussi, et ça c'est relié notamment à la taille du capteur, un full frame sera plus lourd et plus encombrant qu'un appareil avec un capteur plus petit. Et je l'ai dit tout à l'heure, qui dit capteur plus grand, qui dit potentiellement capacité à récupérer la poussière plus facilement, donc on se salir plus facilement. Il faudra faire attention et entretenir son capteur plus régulièrement. Donc voilà, grosso modo, je passe vite fait. Le but, c'est pas de vous faire un cours sur les full frame et sur les APS-C, c'est vraiment de peser les propriétés pour et contre. Donc maintenant, on va se focaliser sur les APS-C. Donc au niveau des gammes, pareil, chez Canon, vous savez, toutes les gammes en 4 chiffres, le 1300, 1100, 1200, en 3 chiffres, le 700, 750, 760 et tous les anciens, en 2 chiffres, 70D, 80D, 77D, ce genre de choses. Et en un chiffre seulement, le 7D. Donc globalement, tout ce qui n'est pas full frame, c'est de la PSC. Chez Nikon, vous avez... Alors attendez, je me le suis noté parce que je connais pas les Nikon, la gamme des 5000, des 3000, des 7000... voilà, chez Pentax, vous avez le K3, le K5, enfin voilà, bon, je vais pas citer toutes les références, je pense que vous les connaissez en fonction de votre constructeur, votre marque favorite. Alors les avantages de nos APS-C, ils sont moins chers. Parce que le capteur est moins cher, de fait l'appareil photo est moins cher. Encore que je vous disais tout à l'heure, on a des APS-C haut de gamme qui sont plus chers que des full frame bas de gamme. Donc là notamment nous avons le 7D Mark II qui est un APS-C chez Canon qui est plus cher que le 6D Mark I, puisque maintenant il est sorti le Mark II de chez Canon qui est un full frame. Donc voilà, enfin voilà, ça reste très relatif. Alors avec un APS-C, si bien évidemment il faut avoir un objectif de qualité, il est moins sensible à la qualité de l'objectif. Donc on peut se permettre d'utiliser des objectifs, je dirais, milieu de gamme. D'autant que, en tous les cas chez Canon, je sais pas, toujours pareil chez Nikon ou autre, mais vous me le direz en commentaire, on peut utiliser sur un APS-C toute la gamme des objectifs dédiés full frame. Donc ça laisse une ouverture et un nombre d'objectifs potentiels qui est énorme. Et bien évidemment, le tout pour des coûts moindres. Contrairement au full frame, les boîtiers APS-C sont souvent un petit peu plus petits, un peu plus légers. On a le facteur, la propriété première, je dirais, des APS-C, et c'est toujours cette propriété-là qui est souvent mise en avant par rapport à un full frame, c'est le facteur de crop. Alors chez Canon, ce facteur de crop est d'1,6, chez les autres fabricants il est d'1,5. Si je prends un objectif
Canon de 50 mm, ça sera 50 mm équivalent full frame. Une fois que cet objectif sera monté sur un APS-C Nikon, on applique le facteur de crop et c'est l'équivalent full frame d'un capteur à 75 mm. Donc voilà, donc ça permet quelque part de pouvoir avoir un zoom, ou en tous les cas, donc c'est pour ça qu'on dit un facteur de crop, parce que quelque part ça permet de zoomer un petit peu à l'intérieur de la photo. Donc là pareil, je vous ferai pas un cours sur le facteur de crop, je vous laisse regarder, il y a plein de gens, il y a plein d'articles qu'on trouve sur internet, mais sachez que c'est vraiment une caractéristique essentielle des APS-C. C'est dans les avantages, ça peut être aussi dans les inconvénients, voilà, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est essentiellement un avantage des APS-C. Alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, un autre avantage des APS-C, c'est qu'on peut utiliser, en tous les cas chez Canon, les objectifs dédiés full frame. Donc comme je vous disais, on a une large gamme d'objectifs. Par contre, à l'inverse, on va dire ça va dans les inconvénients, un objectif qui est dédié APS-C ne pourra pas se mettre, en tous les cas, toujours pareil. Chez Canon, je ne parle pas pour Nikon parce que je ne connais pas, chez Canon, on ne pourra pas monter sur un full frame un objectif qui est dédié APS-C. Dernier avantage des APS-C, en tous les cas dans ceux que j'ai pu noter, c'est une profondeur de champ qui est plus grande par rapport au full frame. Voilà, donc après c'est toujours pareil, on va le retrouver dans les inconvénients, une profondeur de champ qui est plus grande, suivant ce que l'on veut faire, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Je continue tout de suite dans les inconvénients du coup des APS-C. On a un viseur potentiellement plus petit, encore ça dépend maintenant parce que les appareils haut de gamme au niveau APS-C ont un viseur aussi de grande taille. La qualité d'image qui est légèrement moins bonne a priori sur un capteur APS-C et surtout la capacité à maîtriser les ISO et le bruit dans les montées en ISO justement qui est moins bonne. Une plage dynamique qui est moins étendue que les full frame, la profondeur de champ plus grande. Alors bien évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend un APS-C récent, je pense qu'il est plus performant, il a peut-être même une qualité d'image meilleure qu'un full frame d'ancienne génération. Donc à génération équivalente, aujourd'hui, a priori, le full frame fournit des images de meilleure qualité. Alors je relativise bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais personnellement pu le tester, parce que j'ai pas de full frame à ma possession. En remarque complémentaire, que peut-on dire? Donc dans la comparaison entre un capteur full frame et un capteur APS-C, il faut comparer des choses qui sont comparables. Autrement dit, comparer des capteurs qui sont de taille équivalente en termes de mégapixels. Autrement dit, de photosites. Plus il y aura de mégapixels sur le capteur, même sur un grand format, et plus quelque part la qualité va se dégrader. Donc si on compare un APS-C 20 mégapixels avec un full frame 20 mégapixels, de par la technologie, le capteur full frame sera plus qualitatif. Si maintenant vous comparez un capteur full frame 50 mégas avec un capteur APS-C 20 mégas, les photosites seront plus petits dans le capteur de 50 mégas, ce qui fait que la qualité, ça va peut-être être moindre au niveau du full frame. Donc il faut vraiment pouvoir le comparer. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails, mais il faut comparer ce qui est comparable. Autre point, on l'a déjà vu, et je pense que vous le savez tous, ce n'est pas que l'appareil qui fait tout, il faut avoir dans tous les cas de bons objectifs. On l'a vu, c'est d'autant plus qualitatif sur un full frame, il faut vraiment avoir de très bons objectifs, mais je pense sur un APS-C, c'est l'objectif qui fait aussi la qualité de la photo résultante. Alors bien évidemment, pour conclure, je pense que vous y pensez tout, il suffit pas d'avoir le bon appareil, il faut être le bon photographe. Un bon photographe avec un mauvais appareil fera sûrement des meilleures photos qu'un mauvais photographe avec le dernier full frame de dernière génération. On est tous d'accord. Donc pour résumer de façon générale, quel est le meilleur des deux capteurs? A priori, que je vous disais, à pixel équivalent, c'est le full frame. Si le full frame est meilleur, pourquoi choisir un APS-C? D'abord parce qu'on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, en tous les cas, pour un APS-C milieu de gamme. Je ne parle pas des hauts de gamme, mais pour un APS-C milieu de gamme standard, je dirais un réflexe APS-C, il est bien plus abordable parce que ça commence à quelques centaines d'euros, ça peut aller jusqu'à 2000 euros, mais ça commence à quelques centaines d'euros, alors qu'un full frame maintenant, aujourd'hui, en neuf, je vois chez Canon, ça commence à au moins 1500 euros, quoi.
Donc déjà, c'est plus abordable. Et après, il y a derrière, pour l'APS-C, il y a le facteur de crop qui est pas négligeable. Ça évite d'avoir à acheter des zooms de taille supérieure et donc à des prix supérieurs. Autre question que l'on peut se poser, pourquoi choisir un full frame? D'une part, pour la qualité d'image potentielle, pour la dynamique, pour la montée en ISO et la maîtrise du bruit. Rien que pour ça, ça peut être un critère de choix si on a les moyens. Alors la question subsidiaire pour conclure cette première partie, c'est lequel faut-il choisir? Je dirais une des réponses, c'est les deux. Pourquoi pas, si on a les moyens. Aujourd'hui, je dirais les appareils photo se négocient, il y a un gros marché de l'occasion, et si on a un premier appareil photo, qu'il soit full frame ou APS-C, on peut très bien envisager d'en avoir un deuxième en secours ou en complément, en fonction des usages et des avantages et inconvénients de chacun, qui puisse être acheté d'occasion. Et là, ça devient tout de suite un peu plus abordable. On sait de toute façon que la photographie, c'est une passion qui coûte cher. Donc voilà, globalement, pour un tour rapide, je ne suis pas rentré dans les détails. Si vraiment vous voulez des informations complémentaires, cherchez sur internet, vous trouverez sans problème du détail du fonctionnement très précis dans les propriétés des capteurs, les photosites, ce genre de choses, la logique de crop factor, ce genre de choses. Je voulais pas faire un cours rentrer là-dedans. Je laisse ça à d'autres, ça a déjà été fait, je vous engage à rechercher, éventuellement si ça vous intéresse, je pourrai vous donner des références d'articles. Je vais en revenir un petit peu dans mon cas et à ma situation, et moi globalement aujourd'hui j'en suis dans une situation où quelque part j'aimerais bien avoir les deux, comme je vous l'ai cité. Alors à ce jour, je vous l'ai déjà dit, j'utilise que mon 70D, je l'utilise au quotidien à la fois pour faire toutes mes photos et pour me filmer. En ce moment je filme avec mon 70D. Et je connais que la PSC, donc aujourd'hui je peux pas dire que le full frame me manque, mais jusqu'à maintenant je me suis du coup pas trop posé la question. Par contre, à ce jour, je suis en train de commencer à réfléchir aux investissements qu'il va falloir que je fasse. Il faut notamment que je remplace ma petite caméra aujourd'hui de temps en temps, quand j'utilise pour mes tutos ce genre de choses, mon appareil photo, mon 70D, je me filme avec ma petite caméra Sony. Et je suis pas du tout satisfait de la qualité résultante et je voudrais investir dans une autre caméra. Et là, j'ai commencé à réfléchir et je me dis, tant qu'à investir 200 ou 300 € dans une autre caméra, pourquoi pas franchir le pas et quid d'acheter un plein format d'occasion. Bon, c'est sûr qu'il faut rajouter, parce qu'aujourd'hui, un plein format d'occasion, moi je suis chez Canon, donc la gamme des appareils photo que je cible globalement, c'est soit un 5D Mark II, soit un 6D Mark I, le 6D Mark II vient à peine de sortir. Ces deux objectifs, globalement, sur le marché de l'occasion, se trouvent entre 800 et 900 €. Donc voilà, en rajoutant un gros 500 €, je peux peut-être franchir le cap et passer en full frame en deuxième appareil photo. Donc ça me permettra à la fois, soit pendant que je fais des tutos où je prends les photos avec le 70D, de me filmer avec le 6D, puisque je suis plutôt quand même orienté sur un 6D aujourd'hui, mon choix, soit au contraire, de faire mes photos dans un tuto avec un 6D et continuer à me filmer avec le 70D, qui a l'avantage d'avoir l'écran rétractable, enfin ce genre de choses, et une capacité à filmer qui est super bonne. D'autant qu'avoir un deuxième appareil photo, ça me permettrait d'avoir un appareil de secours pour mes shootings photos, pour mes sorties photos, ou même quand je me filme et que je fais mes tutos. Tant qu'à faire, si c'est un full frame, ça me permettra vraiment d'avoir le choix et d'avoir toute la plage de ce que je peux faire avec les deux avantages et inconvénients de ces deux types d'appareils. Pourquoi pas, c'est juste une histoire de moyens à ce jour. Voilà, pour conclure, je vous ai présenté un petit peu les avantages et inconvénients des full frame et des APS-C. Je vous ai présenté un petit peu ma démarche actuellement. Donc je continue à investiguer, à regarder un petit peu, essayer de me faire me convaincre ou pas me convaincre. Même si je suis pas mal avancé dans mes réflexions, mais bon, pour l'instant, donc du coup, je suis plutôt orienté. J'aimerais bien investir dans un 6D, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Donc même, donc on verra peut-être courant de l'année prochaine, si je peux. Donc j'ai aujourd'hui le besoin, je pense que tout comme je vous l'ai expliqué, j'aurai peut-être l'opportunité d'en acheter un autre, d'autant que peut-être qu'avec le 6D Mark II qui vient de sortir, le coût des 6D va baisser, donc on verra sur la cote de l'occasion. Donc voilà, moi dans tous les cas, bon, je suis plutôt sur un 6D, plutôt pour l'année prochaine, dès que j'aurai les moyens, parce que pour l'instant j'ai pas trop les moyens. Au niveau objectif, j'ai déjà des objectifs qui sont compatibles full frame. J'ai toujours essayé, de pouvoir toujours me dire si jamais un jour je passe au full frame, donc d'avoir les objectifs. Donc mon 70-300 est compatible full frame, mon 50 mm est compatible full frame. Moi il y a que mon 1750 Sigma, mais de toute façon, je conserverai, si jamais je fais cet achat, mon 70D et il restera bien dessus. Donc si je dois conclure, pour répondre à la question full frame versus APS-C, je répondrai pourquoi pas les deux.
C'est juste une question des moyens. Je sais que la photo, ça coûte un bras. Si vous pouvez, bah écoutez, faites les deux. Après, bon, je veux pas rentrer dans un débat, donc ça sert à rien de m'agresser. Les pros APS-C, les pros full frame, je sais que c'est un débat qui fait toujours polémique. Il y a les pros dans les deux côtés. Je pense que vraiment, c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut trancher. C'est vraiment une logique de moyens. Je pense que quelqu'un qui a un APS-C, il a peut-être pas le besoin de passer un full frame. Quelqu'un qui a un full frame, souvent, j'ai entendu, enfin dans quelques forums où j'ai pu me balader, qu'il ne reviendrait pas à la PSC. Moi je pense que les deux, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, je le redis encore une fois. Ils ont des usages qui peuvent être différents, c'est vraiment adapté. Dans tous les cas, ça peut vous faire un deuxième appareil. Voilà, pourquoi pas. C'est toujours une question de budget au final et d'utilisation. Je vais conclure ici, merci de m'avoir suivi. Donc si cet épisode vous a plu, un petit pouce. Éventuellement, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi. Écoutez, au revoir.